Jean-Christophe est ici pour témoigner du recrutement mobile et social et nous parler de l'expérience recrutement mobile côté candidat. Merci. C'est ça. Bonjour à tous. Alors déjà, je prends un petit peu mes marques parce que c'est une configuration que je ne connais pas, qui est assez impressionnante, de voir des écrans partout, de vous voir tous autour de moi. Je suis ravi d'être là. Alors, je vais vous parler de recrutement mobile, de recrutement social. Je vais vous parler de ce qui change aujourd'hui dans la relation recruteur-candidat. Je vais essayer aussi, autant que faire se peut, de parler doucement, parce que je suis quelqu'un qui parle vite, mais comme je n'ai pas pu voir les traducteurs, pour que tout le monde comprenne bien ce que je vais raconter, je vais essayer d'y aller doucement. Voilà. Donc ça tombe bien, comme j'ai un petit peu plus de temps devant moi. Alors, dans un premier temps, hier, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans le recrutement? Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être finalement assez simple. Ce n'est pas des choses que vous allez nécessairement découvrir, mais je vais quand même vous les présenter sous un angle peut-être un petit peu différent que ce que vous avez à l'esprit. Alors, comment je suis venu ici? Donc moi, je suis strasbourgeois, donc j'ai pris déjà un premier train. Et comme vous le savez sans doute, pour la plupart, c'est la grève actuellement à la SNCF, donc ce n'est pas très pratique. J'ai pris un premier train qui m'a emmené de Strasbourg à Paris. À Paris, j'étais en transit pendant 2 heures, puis Paris-Lille, debout entre 2 wagons avec une quinzaine de personnes. Avant d'arriver à Lille, je n'avais pas de zapette et je ne savais pas à quel point la technique était opérationnelle ici. Donc là, j'ai une super zapette. Je suis allé m'en acheter une. Enfin bon, peu importe, je passe les détails. Mais je n'ai pas pris de taxi. Pourquoi je n'ai pas pris de taxi? Parce que j'ai découvert Uber. Uber, je ne sais pas si tout le monde connaît, ce service de VTC qui a été lancé par un Américain il y a quelque temps, qui a été racheté entre-temps par Google. Et donc, c'est un service qui concurrence à travers le monde les taxis. Et Uber propose une expérience qui est radicalement différente de ce que proposent les taxis, et surtout en France. Et ce qui fait la différence entre Uber et les taxis, c'est que finalement Uber propose un service, une véritable expérience qui est celle que devraient proposer les taxis, mais que les taxis ne proposent pas aujourd'hui. Donc, on va se servir de cette petite expérience. Ça vous parle sans doute, hein, vous l'avez sans doute vu ou évidemment fait vous-même. Ailez un taxi, essayez de l'interpeller pour qu'il s'arrête. On ne sait jamais combien de temps ça va durer, combien de temps ça va prendre de trouver le taxi. Finalement, on choisit le premier qui arrive sans avoir réellement le choix et on va peut-être subir un chauffeur un peu grognon, comme bien souvent. Uber est arrivé et Uber propose une application mobile qui est révolutionnaire. Alors moi, je vais vous parler beaucoup de mobile, je l'ai dans la poche. Lui, il ne me quitte pas. Hein, ce smartphone, c'est l'extension de mon bras. J'y fais à peu près tout aujourd'hui. Et Uber, c'est très pratique parce que ça permet de savoir en temps réel, en fonction de sa géolocalisation, que vous voyez à l'écran, on va visualiser sur l'écran les taxis, enfin pas les taxis justement, les VTC, donc de Uber, les véhicules, les voitures de Uber, qui sont à proximité de l'endroit où je me trouve. Et je vais savoir en temps réel à combien de kilomètres ils sont de moi, quel est le temps que je vais devoir attendre. Je vais pouvoir choisir mon véhicule, je vais pouvoir choisir mon chauffeur, le chauffeur étant noté par les autres clients précédents. Donc je peux choisir le type de véhicule, je peux choisir le chauffeur, je vois le temps qui me sépare de l'arrivée du véhicule et je peux même calculer le coût de la course. Donc ça, c'est vraiment un service qui est assez extraordinaire par rapport à ce que propose le taxi. Quand le taxi arrive, on revient sur le taxi classique. Ce taxi-là, vous l'avez sans doute vu, et encore, ils sont assez nombreux, quelquefois, à ne même pas descendre à la vitre. Ils restent assis dans leur taxi, ils vous attendent passivement, avec une mine quelquefois patibulaire qui n'est pas très engageante, et vous vous dites, bon, bah, très bien, ce taxi-là, ça va encore se passer comme ça se passe dans tous les taxis, je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir de course, combien ça va me coûter, et je ne sais pas quelle station de radio, évidemment, le chauffeur de taxi va écouter, ni combien de temps il va passer à échanger avec ses petits copains, avec sa CB ou sa petite radio, pour savoir quelles sont les courses qui viennent ou pas, à quelle heure un tel vient de prendre son service, à quelle heure un tel s'arrête. Enfin, ce genre de choses dont on se fout complètement quand on est à bord d'un taxi. Okay ? Et l'expérience Uber, c'est ça. Alors, je ne suis jamais monté dans ce type de voiture, mais quand même, c'est-à-dire que ce sont des véhicules neufs, noirs,
assez classe, parfaitement entretenu. Le chauffeur est tiré à 4 épingles, costume cravate. Il sort de son véhicule pour vous ouvrir la porte. Ça, pour moi, c'est unique. C'est ce que devrait faire tout chauffeur de taxi, hein, on s'entend. Mais comme aucun chauffeur de taxi ne le fait, alors peut-être à l'étranger, en tout cas en France, c'est très très rare, le simple fait que la personne sorte du véhicule, tout sourire, tiré à 4 épingles, pour vous accueillir, ouvrir la porte de la voiture, déjà ça change tout. Vous vous asseyez dans le véhicule et le chauffeur va vous demander si la température à l'intérieur, ça c'est du vécu, hein. Je l'ai vécu qu'une fois, mais quand même à Lyon, la première fois que je prends un Uber, est-ce que la température du véhicule vous convient, monsieur? J'étais tellement étonné par la question que j'ai eu un moment de surprise. Puis, est-ce que la station radio que je diffuse dans le véhicule vous plaît? Je peux changer. D'accord. Et puis la course se passe. Et évidemment, contrairement à tout taxi, Uber, comme l'enregistrement se fait via l'appli, que vous avez saisi vos coordonnées de carte bancaire directement sur l'appli mobile, il n'y a pas non plus, évidemment, ce qui m'arrive moi systématiquement en n'ayant jamais retiré de l'argent et n'ayant jamais d'argent liquide sur moi, le chauffeur de taxi qui vous dit que bien sûr, il n'a pas de TPE. Nous sommes en 2014, un chauffeur de taxi avec un TPE, c'est un miracle. Chez Uber, il n'y a même pas ce désagrément-là pour la simple et bonne raison que le paiement se fait directement. Donc vous sortez du véhicule, il fait de nouveau le tour, il vous ouvre. Voilà, vous êtes une star chez Uber. Et l'idée de ce traitement favorisé, ce traitement de star que propose Uber, c'est ce que je vais vous proposer, l'adaptation que je vais vous proposer de faire aujourd'hui avec la transposition plutôt, avec le monde du recrutement. Alors, voilà, on est passé de ça, un CV statique, limité, statique, un CV qui est noir et blanc, austère. On est passé aujourd'hui à ça. Donc ça, c'est mon profil LinkedIn. On aurait pu prendre Viadeo, on aurait pu prendre Xing, on aurait pu prendre n'importe quel réseau social professionnel. L'idée, c'est finalement que là, on a un profil qui est dynamique, vivant, interactif, évolutif. Donc vous, également, on en parlera en tant que potentiel recruteur, c'est quand même plus sympa d'aller chercher là-dedans que là-dedans. Et de plus en plus, comme ce support-là va disparaître, et ça, j'en parle depuis un certain nombre d'années, et j'ai été moi-même recruteur, j'ai été candidat, j'ai été dans l'accompagnement de candidats et de recruteurs, et je peux vous dire que c'est absolument une certitude, alors peut-être pas pour toutes les catégories socio-professionnelles tout de suite, mais même sur Viadeo, même sur LinkedIn, aujourd'hui, l'audience, elle est en train de considérablement se démocratiser, de s'ouvrir. Il y a de plus en plus de non-cadres sur LinkedIn et sur Viadeo. On trouve des infirmières, on trouve des caristes, on trouve des vendeurs, on trouve des ouvriers sur ces outils. Donc de plus en plus, vous allez être confronté à ça, et tant mieux parce que c'est un profil qui n'est pas non plus déclaratif comme le CV. Le CV, finalement, il y a 2 personnes qui l'ont vu, surtout quand il passait par la poste et même par le mail. Il y a la personne qui l'envoie, le candidat, et la personne qui le reçoit, le recruteur. Là, le profil, il est public. Tout le monde le voit. Donc il y a beaucoup moins de triche aussi sur un profil. Bon, j'en dis pas plus, on peut l'illustrer comme vous le voyez là, on peut mettre des vidéos, on peut mettre du contenu, on peut mettre un certain nombre de choses. On voit toutes les interactions que vous avez, que le candidat a avec quelqu'un d'autre. L'offre d'emploi. Alors, elle est encore aujourd'hui textuelle. Alors, elle ne passe plus forcément par la presse, même si c'est encore le cas de certains canards et de certains journaux en France. Là aussi, je ne connais pas la situation dans tous les pays qui sont représentés aujourd'hui, mais elle est textuelle et son format n'a pas réellement évolué. Le format d'une offre d'emploi, c'est typiquement l'entreprise qui se présente, qui est la meilleure au monde, évidemment, puis l'émission du poste, et enfin le profil recherché avec la formation et avec l'expérience de la personne. Voilà ce vers quoi on est en train de tendre aujourd'hui. Donc ça, c'est une initiative qui est assez étonnante, qui a été lancée il y a maintenant 8 mois. C'est Big Central, c'est une application lancée par Skyrock, qui est une radio française, et par Orange. Donc Skyrock a lancé l'application et c'est Orange, donc le premier opérateur téléphonique en France, qui l'a réalisé, cette application. Et qu'est-ce qu'elle propose, cette application? Elle propose, alors pour des jeunes, c'est un ciblage un peu précis, des jeunes de 15 à 24 ans, qui sont plutôt sans qualification, sans diplôme, donc des jeunes qui sont peut-être un peu plus éloignés
du marché de l'emploi que ceux qui sortent des grandes écoles françaises. Et sur cette application, nous n'allons pas avoir des offres d'emploi classiques, justement, textuelles, mais uniquement des vidéos. C'est-à-dire que l'offre d'emploi se trouve en vidéo. C'est l'opérationnel, la personne qui serait le supérieur hiérarchique du candidat recherché, qui présente le poste, qui présente l'opportunité en vidéo. Et ce qui est remarquable également, c'est que le candidat a la possibilité d'y répondre lui-même en vidéo, en se filmant avec son smartphone. Donc on est dans un échange qui est très intéressant, où il n'y a plus de CV, il n'y a plus de lettre de motivation, tout passe par le smartphone et par la vidéo. Alors pour l'instant, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher, ça marche très bien côté candidat. Loïc Denis, que vous voyez sur la photo, viendra nous en parler sur l'événement que j'organise à la fin de l'année, 14 octobre. On organise un grand événement recrutement mobile et social conférence. Et à cette occasion, il viendra nous dire justement au bout d'un an ce qui s'est passé sur cette appli. Et ce qu'il m'en a dit au téléphone récemment, c'est que justement, ce sont les entreprises qui aujourd'hui sont frileuses d'y aller, qui sont frileuses de présenter l'offre autrement que dans le carcan que l'on connaît tous de l'offre papier. Alors le recrutement, il a été longtemps papier presse, ça c'est ma façon à moi de l'appeler, hein. C'est le recrutement qui passait par le biais des petites offres publiées dans la presse. Puis ces offres d'emploi ont été publiées à partir des années 98 en France sur les sites emploi ou job board comme APEC, Monster, Cadre Emploi. J'imagine que dans tous vos pays, vous avez des équivalents, puisque dans chaque pays, il y a des champions, on va dire, de la diffusion d'offres d'emploi. Et la relation, elle était déséquilibrée. On avait d'un côté le recruteur qui avait toutes les informations sur le candidat, celles contenues dans le CV, et on avait un candidat qui n'avait absolument aucune information sur le recruteur et quelques bribes d'informations sur l'entreprise, à condition qu'elle ait mis quelques informations intéressantes sur un site web ou directement dans l'annonce. Aujourd'hui, le recrutement, il est mobile et social. C'est-à-dire que les médias sociaux, que ce soit surtout les réseaux sociaux pro, encore une fois LinkedIn, Viadeo, Xing et compagnie, mais on parle de plus en plus de Facebook qui est en train de se professionnaliser à vitesse grand V. Ces réseaux sociaux ont permis aux recruteurs et aux candidats de se retrouver à égalité. Alors ça peut surprendre quand je le dis, pourtant ça fait maintenant 10 ans que je le dis carrément, c'est que ils ont aujourd'hui les mêmes armes, les mêmes outils, vous avez les mêmes outils, les recruteurs ont les mêmes outils que vous, pour 3 raisons. La première, pour gérer, brander son image. Donc d'un côté, on parle de personal branding, d'identité numérique côté candidat. On parle de marque corporate, de marque employeur côté entreprise. Ils ont la possibilité avec ces outils également d'avoir accès à l'ensemble du marché. C'est-à-dire que d'un côté, le candidat a accès aujourd'hui à quasiment l'ensemble des offres. De l'autre, le recruteur a accès à l'ensemble des candidats. Avant, avec les sites emploi, il n'avait accès qu'aux candidats que l'on appelle les candidats actifs. Ce sont les personnes qui, à l'instant T, font acte de candidature en répondant à des offres, se mettent en avant en étant présents sur un site emploi. D'accord ? Donc d'un coup, ça change un peu la donne, puisque le recruteur a accès également à ces fameux candidats passifs et à l'ensemble des candidats en puissance. Et troisième raison pour laquelle ils sont à égalité, c'est que si le recruteur peut googliser le candidat peut à son tour aujourd'hui googliser le recruteur, qui lui aussi est présent sur les mêmes plateformes. Enfin, j'espère pour vous, sur Viadeo, sur LinkedIn, sur les différents outils. Donc ça change la donne. Le recruteur, ça c'est le recruteur old school. J'imagine que certains d'entre vous le sont encore. Ça c'est le recruteur pour moi qui, le pêcheur, il lance sa canne à pêche, il lance son hameçon et il attend tranquillement, passivement, que cela morde à l'hameçon. Okay ? Donc il diffuse une offre d'emploi, il attend les CV. Aujourd'hui, on est dans cette configuration-là. D'accord ? Alors ça peut être un peu agressif, mais l'idée du chasseur, c'est que tout recruteur, dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, est dans la même posture, en capacité d'être dans la même posture qu'un chasseur de tête. J'ai été moi-même chasseur de tête dans un cabinet de recrutement à Paris pendant 2 ans. Et nous utilisions déjà à l'époque, c'était il y a quelques années, Viadeo, LinkedIn. Aujourd'hui, ma société forme des recruteurs en cabinet et en entreprise à utiliser ces outils. Donc un recruteur peut
identifier, traquer, approcher, solliciter directement tous les candidats et pas uniquement ceux qui sont activement en recherche d'emploi. Et ça change la donne parce que ça ouvre complètement le champ des possibles en termes de sourcing. Ça remet en question aussi la raison même, l'existence même des intermédiaires du recrutement, des cabinets de recrutement, qui eux sont obligés d'être très forts sur les réseaux sociaux pour avoir encore une plus-value par rapport à des entreprises qui de plus en plus cherchent à s'en passer. Nous avons formé de grandes entreprises qui constituent des équipes de recrutement en interne pour ne plus forcément passer par les cabinets de recrutement. Alors évidemment, il faut des ressources, il faut du temps. Il y a des sociétés comme Carrefour qui l'a fait, comme Accenture dernièrement, comme Deloitte, comme CGI, enfin voilà. Donc, le pêcheur, il était passif et il cherchait des candidats actifs. Le chasseur, il est actif et il traque des candidats passifs. Okay, donc on change complètement de paradigme. Le collaborateur, l'employé. Ben, on s'en foutait pas mal de l'employé pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'évidemment on essayait de le fidéliser en interne, mais on ne lui donnait pas réellement la possibilité de s'exprimer à l'extérieur. Tout était sous contrôle de la communication de l'entreprise, du service, de la direction de la communication, et c'était quelque chose de complètement maîtrisé, sans aucune aspérité, lisse, quelque part un peu déshumanisé, désincarné. Okay, et on est passé à, voilà, les ambassadeurs, les collaborateurs ambassadeurs. Alors on va en parler aujourd'hui. C'est quoi un collaborateur ambassadeur? C'est finalement une personne qui est ambassadeur de facto, parce qu'aujourd'hui l'entreprise, elle a perdu le contrôle total de sa communication et de son image. Elle a perdu le contrôle total de son image, parce que l'image d'une entreprise aujourd'hui dépend de l'image de chacun de ses collaborateurs. Et ces collaborateurs sont déjà présents sur Viadeo, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur les forums de discussion, partout sur la toile. Donc même quand une entreprise pense qu'elle n'est pas sur Facebook, qu'elle n'est pas sur LinkedIn, qu'elle n'est pas sur Twitter, elle y est déjà de par la présence de ses collaborateurs. Donc ça, il faut l'avoir dans un coin de la tête. Donc soit on le subit, cette réalité, puisqu'elle est là, ce sont des porte-drapeaux et ils affichent sur leur profil qu'ils travaillent pour vous, soit on en fait une force et une opportunité, et on se sert de ses collaborateurs pour être réellement des ambassadeurs proactifs et au service de la marque employeur de votre entreprise. Alors, pardon. Est-ce que vous connaissez cette petite fille? Sans doute pas. Alors, je l'ai appelée Rama. Ça, c'est mon associé qui a une théorie sur Rama. Il a lu un bouquin là-dessus. Donc, vous connaissez sans doute les communications de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde. On reçoit chaque année, souvent près de Noël évidemment, des documentations avec vous pouvez aider tel village en Inde, en Afrique, un peu partout. Et pendant très longtemps, on avait une communication qui était pas forcément avec un visage. Et puis du jour au lendemain, on a proposé une communication avec un visage. On a donné un visage à la personne qui vous demandait de l'aider. C'est Rama, en l'occurrence. Et ça a tout changé dans la quantité de dons qui ont été apportés parce que l'on mettait un visage et un nom sur un problème, sur une cause. De la même manière aujourd'hui, finalement, alors je fais une transposition un peu radicale, mais on le voit dans la communication tout court, dans le marketing et de plus en plus dans le marketing employeur. Il faut savoir que tout ce que l'on voit, tout ce que j'observe moi depuis 10 ans dans la communication RH, dans le marketing employeur, ce sont exactement les mêmes recettes qui, 2-3 ans précédemment, se sont appliquées au marketing tout court et à la communication tout court. On parle de community manager RH aujourd'hui depuis 3-4 ans, de la même manière qu'il y a des community managers tout court dans les entreprises. Donc là, c'est quoi cet exemple? Backstage, c'est une plateforme de BNP Paribas où ce sont les collaborateurs de l'entreprise qui présentent les métiers. Tous les collaborateurs représentant les différents métiers de la banque répondent aux questions que leur posent les candidats. On a un autre exemple ici, Norauto, pareil, c'est l'humain, c'est le technicien. Et le technicien, il s'appelle Steven. Et c'est une vraie personne qui travaille bien chez Norauto, ce n'est pas un acteur. Le candidat, Hire Me. Le candidat, il était épisodique. Aujourd'hui, il est candidat à vie. Si moi, je devais me tatouer tous les logos des entreprises dans lesquelles je suis passé, je ressemblerais à lui. Je suis passé dans 7 ou 8 entreprises différentes avant de créer la mienne,
parce que j'ai enchaîné des CDD, des contrats à durée déterminée, des CDI et je n'étais pas satisfait de ce que j'y faisais, donc je partais de mon propre chef. Donc voilà. Pourquoi candidat à vie? Parce qu'un candidat ne fait plus forcément carrière toute sa vie dans la même entreprise. Un candidat va gérer son image tout au long de sa carrière et du coup va se rendre accessible des recruteurs à tout instant de sa vie. Quelle expérience candidat? Très souvent, le candidat, il attend très longtemps qu'on lui réponde. Alors là, il a attendu particulièrement longtemps, il était particulièrement patient, celui-là, mais il peut attendre très longtemps une réponse. Donc déjà, pensez au candidat. L'expérience candidat, de la même manière que l'on parle d'expérience utilisateur, c'est déjà apporter une réponse au candidat. Mais ça va plus loin. Alors j'ai volontairement pris ça, je me suis dit, est-ce que j'ose? J'ai osé, alors je pense que ça vous parle, ce site. Donc c'est le site recrutement carrière de Leroy Merlin. Je suis candidat, je le visionne sur mon laptop, sur mon ordinateur, fixe ou portable. Il est très sympa, le site, il est très bien fait, très joli. Hop, je le regarde depuis un mobile et ça donne ça. OK? Et ça, c'est une catastrophe. Ça, en termes d'expérience proposée au candidat, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la personne va devoir zoomer, va devoir prendre une loupe éventuellement, ou, dans le pire des cas, évidemment, va zapper et va aller voir ailleurs. Et encore, je ne vous ai pas montré tous les écrans que je me suis amusé à chercher, comment l'offre apparaît, une fois qu'il y a l'offre, évidemment, comment aller chercher un CV qu'on ne peut pas chercher, puisqu'à partir du mobile, on ne peut pas le trouver, alors que la technologie existe. Enfin voilà, donc c'est déceptif, ça. C'est dommage parce qu'il est joli, le site, mais il n'a pas été pensé mobile. Et aujourd'hui, de plus en plus de candidats sont équipés de mobiles. 90% sur une dernière enquête en France, des jeunes diplômés ont aujourd'hui un mobile. 20% ont un ordinateur fixe, 23% une tablette, 90% un smartphone et 95 ou 97% un ordinateur portable. Ce qui est encore logique aujourd'hui puisque c'est ce qu'on leur demande dans toutes les écoles de commerce, dans toutes les écoles d'ingénieurs. Voilà. Mais l'équipement en smartphone est impressionnant. Il faut savoir que selon un certain nombre d'études, cette année ou début de l'an prochain, le nombre de connexions à Internet depuis smartphone et tablette va dépasser dans le monde le nombre de connexions à Internet via ordinateur fixe et portable. Donc il y a des franges entières de population, il y a des pays, des continents qui vont découvrir Internet via un petit écran. Et aujourd'hui, les candidats sont prêts à chercher, ils le font déjà. J'ai quelques chiffres à vous donner. Par exemple, Cadre Emploi, qui est l'un des sites emploi en France, avec une appli, avec un site mobile, puisqu'il y a plusieurs possibilités sur le mobile. Cadre Emploi, plus de 35% des offres de cadre emploi sont aujourd'hui consultées depuis un smartphone ou une tablette. Le matin avant 9 h, le soir après 18 h, c'est 50% du trafic. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent de mobilité avec ces outils. Or, finalement, c'est souvent de chez soi qu'on les utilise. Alors, on va utiliser plutôt le smartphone le matin au lever du lit, la tablette pour se coucher, mais peu importe. En tout cas, 50% du trafic sur ces créneaux horaires-là, et déjà 15% des candidatures enregistrées par Cadre Emploi proviennent du mobile. Viadeo, qui vient de lancer il y a quelques mois la possibilité de candidater depuis son mobile, enregistre 20 à 25% de candidatures sur Viadeo, donc l'équivalent français de LinkedIn, depuis un smartphone. OK ? Et je vous présenterai tout à l'heure 2 entreprises américaines qui le proposent également. Alors voilà d'autres exemples, mais c'était rapidement juste pour vous montrer. Alors là, l'exemple du bas, pour moi, je le trouve extraordinaire. C'est Schneider Electric. Alors je crois que ça a changé depuis, mais à l'époque, quand j'avais fait cette étude où j'avais pris tous les sites des plus grandes entreprises françaises et je les avais à chaque fois visualisés depuis mon smartphone, sur Schneider, l'image que vous voyez là, c'est l'image justement d'une personne au téléphone qui est en train d'échanger des SMS. Sauf que ce visuel-là, quand on le regarde depuis un smartphone, il disparaît. Il n'est plus là à l'écran. Sans parler évidemment du fait que le site n'est pas optimisé mobile. Mais pour moi, c'était le gag absolu, puisqu'ils choisissent quelqu'un au téléphone pour faire leur com, et quand on le voit depuis un mobile, on ne voit pas l'image avec le téléphone. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je trouve ça incroyable. Alors, c'est quoi une expérience multicanale aujourd'hui? C'est ça. C'est ce que propose Orange. Alors, il y en a d'autres, des entreprises, mais Orange, vous avez un univers, déjà, qui s'appelle Orange Jobs, avec la carte du monde en orange, forcément, et le site, il est en responsive. Ça, c'est l'une des techniques. Alors, je vais être assez peut-être pragmatique et simple. Il y a 3 possibilités sur le mobile. Soit j'ai un site web responsive design qui va s'adapter à la taille de l'écran. C'est-à-dire que, comme Orange, ce que vous avez dans ce sens-là, dans un sens horizontal, va basculer
dans un sens vertical avec une reconfiguration de ce que vous avez. C'est ce que vous voyez en haut. Le site mobile, c'est la même chose, la même carte du monde et les mêmes infos. Ce qui est à droite sur le deuxième écran, c'est ce qui se retrouvait soit en bas, soit à côté. Enfin voilà, c'est reconfiguré. Donc on passe de la carte à l'écran de droite en scrollant. En bas, c'est l'appli. Mais dans l'appli, c'est aussi le même environnement. Il y a aussi la tasse de café, il y a le journal, il y a la carte du monde. Enfin voilà, on est dans le même univers. Alors, demain, là c'est juste de la prospective. Parce qu'on s'amuse, nous, à voir un petit peu ce qui va se passer demain. Et dans notre événement, je vous en parle beaucoup parce que je suis en plein dedans, du 14 octobre prochain, dans cet événement-là, on va parler justement du recrutement en 2025. Et je me suis dit, tiens, autant vous en faire profiter un petit peu aujourd'hui de ce recrutement en 2025, tel qu'il pourrait ou pas exister demain. Donc voilà, pour l'instant, ce ne sont que des idées que je vais lancer. Le CV. Alors on a une petite BD, nous, sur notre média. Voilà, vous reconnaissez sans doute la scène. Pour ceux qui n'ont pas vu, il s'agit d'un film de Tarantino, Pulp Fiction. C'est mon film préféré en plus, donc en l'occurrence, j'apprécie beaucoup la scène. Donc il y a la lettre de motivation dans le coin qui n'est pas en grande forme, le CV qui supplie, et LinkedIn et Viadeo qui sont là pour exécuter. Donc pour vous dire qu'évidemment, la mort du CV est proche. Offre d'emploi. Voilà une offre d'emploi qui existe aujourd'hui sur un site Job Teaser. C'est un site français. Alors j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais sur ce site français qui s'adresse aussi aux jeunes diplômés, de plus en plus d'offres d'emploi sont enrichies avec une vidéo. Donc l'annonce purement texte, aujourd'hui, ça ne suffit plus. L'annonce uniquement vidéo, c'est peut-être encore aller trop loin pour l'instant. En revanche, une solution intermédiaire où on aurait dans l'offre du contenu multimédia avec une vidéo ou avec cette offre remarquable de KPMG Zurich que j'avais vue il y a 2 ans, où là, à la fin, en bas, vous voyez View Staff, je crois, ou View Team. C'était pour aller voir l'équipe dans laquelle vous seriez amené à travailler si vous preniez le poste. Et là, vous basculiez sur un mapping avec toute l'organisation du service en question et votre place à vous dans l'organisation, et la possibilité évidemment d'interagir avec les différentes personnes via LinkedIn, via Twitter, via Facebook. Voilà ce qu'on pourrait faire. Le recrutement, et s'il devenait exclusivement mobile? Je vous ai dit qu'on était en train de basculer, que tout le monde a un smartphone dans la poche, que si très longtemps les réseaux sociaux pro se sont adressés plutôt à des cadres, donc en France, ceux qui ont un rôle plutôt de dirigeants ou qui sortent des grandes entreprises, des grandes écoles, pardon, aujourd'hui le mobile, il s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde a un smartphone dans la poche. Du plombier, de l'ouvrier jusqu'au PDG, tout le monde a un smartphone dans la poche. Et la plupart des applications qui ont commencé à faire de l'emploi sur mobile s'adressaient d'abord aux non-cadres. Avec la géolocalisation, c'était pour trouver un serveur, c'était pour trouver un chef cuistot, c'était pour trouver ce type de boulot-là. Et après, ça s'est appliqué évidemment aux cadres très vite, mais c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'une nouvelle techno s'adressait d'abord aux non-cadres en priorité, avant de toucher les cadres. Alors généralement, c'est l'inverse. Donc si ça devenait uniquement mobile, on aurait peut-être ça. Ces 2 sites mobiles existent aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du site responsive, j'ai oublié finalement de terminer. Donc il y a le site responsive, il y a le site mobile. Le site mobile, c'est ce que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas la même chose que le site web. Le site web, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus riche. Là, on fait un choix de ne présenter qu'une partie. Et là, le choix, il est vraiment radical de la part de Nike et de Microsoft, puisqu'il se concentre uniquement sur l'offre. Il n'y a quasiment rien d'autre. C'est uniquement les offres. Et dans les offres, on peut apply with LinkedIn, apply with Facebook. On peut aller télécharger un CV dans le cloud, sur Dropbox, sur Drive, sur un autre serveur. On peut saisir un CV au format mobile. Donc là, on imagine, on propose aux candidats directement de candidater depuis son mobile. En France, 2 entreprises seulement le permettent aujourd'hui, alors avec des technologies beaucoup moins avancées que celles-là, pourtant elles sont simples, c'est la Société Générale et Carrefour. Donc ils proposent de prendre en photo un CV. Je ne trouve pas ça encore extraordinaire. Là, on a des solutions simples. Apply with LinkedIn, vous cliquez sur le bouton, ça aspire votre profil LinkedIn, ça le reventile. Toutes les informations du profil LinkedIn sont rebasculées pour reconstituer un CV et vous avez finalement fait acte de candidature de manière assez simple. Aujourd'hui, la plupart du temps, non seulement on n'arrive pas sur un environnement adapté au mobile, mais en plus, quand il s'agit de candidater, de postuler, on ne peut pas le faire. On est renvoyé soit vers le site
mais qui n'est pas adapté au mobile et donc on ne va pas pouvoir le faire. Soit on vous donne la possibilité, via un bouton qui s'appelle quelquefois postuler, de vous envoyer par mail l'offre d'emploi, ce qui n'a rien à voir avec le fait de postuler. Parce que l'on considère, encore aujourd'hui, que c'est un acte trop sérieux pour être fait depuis un mobile. Moi, je commande un taxi depuis mon smartphone, je commande mes sushis, je commande et je book mes chambres d'hôtel, mes Airbnb depuis mon smartphone. Je fais absolument tout depuis mon smartphone. Pourquoi n'irait-on pas jusqu'à la candidature? Les candidats, quand on leur propose, quand on leur donne la possibilité de le faire, le font. Hein, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Donc ils sont déjà tout à fait prêts à candidater. C'est comme si à l'époque des sites emploi, on avait dit à un candidat, bah voilà, vous avez vu une offre d'emploi, maintenant, bah vous éteignez tout, vous reprenez votre stylo, vous écrivez votre lettre de motivation manuscrite, vous prenez un CV, vous mettez tout ça sous pli et vous envoyez par la poste. Non, ça n'aurait pas marché. Donc aujourd'hui, on va y aller jusqu'à ça. Alors le recruteur, est-ce qu'il sera un agent de talent? C'est une possibilité. Est-ce qu'il sera data analyst? On parle beaucoup de big data. Donc ce sont la masse incroyable, le volume de données qui circulent aujourd'hui sur la planète par les échanges qui se font sur Internet, via smartphone, via tablette, via ordinateur et tout ça. Donc est-ce que l'on ressemblera à Tom Cruise dans Minority Report à devoir retrouver parmi ces datas les bonnes infos, à les analyser, à les traiter, voire à pouvoir faire du prédictif, ce que propose le big data? On verra. Est-ce que le recruteur sera un homme augmenté? Alors là, c'est Sergey Brin, l'un des 2 fondateurs de Google, qui porte ces fameuses Google Glass, qui ont été mises en vente il y a quelques mois aux États-Unis, quand même, il faut le savoir. Donc l'homme augmenté, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. On peut parler de bionique aussi. Est-ce que le recruteur sera un robot? Ça, c'est une expérience qui a été faite il y a quelques mois. C'était un film qui est passé sur Arte, où le candidat se voyait proposer un petit robot sur une petite table, et ce robot lui posait des questions, et ce robot était capable de détecter les mouvements du visage pour savoir si la personne, déjà, était franche et authentique dans ce qu'elle racontait, ou évidemment était dans le mensonge, dans le déni, mais également pour essayer d'analyser un petit peu un certain nombre de qualités, de comportements, de soft skills de la personne. Donc ça aussi, ce sont des expérimentations. Le collaborateur, le candidat, de son côté, est-ce qu'il sera un slash génération? On en parle de plus en plus. C'est le fait... Moi, j'en suis quelque part un, c'est que je peux être conférencier, je suis écrivain, j'organise des événements, je suis formateur. Alors là, c'est pour ça, pour la même entreprise. Mais il y a de plus en plus de personnes qui font ça pour plein d'entreprises différentes et qui ont plusieurs employeurs. Donc c'est pour ça l'idée de l'agent de talent tout à l'heure, c'est est-ce que le candidat sera fixe dans une entreprise ou est-ce que le candidat sera finalement multitask et multi-employeur? Okay? Ou est-ce que, là aussi, ça existe déjà, ça? Baxter, c'est un robot, je ne vais pas vous faire peur, hein. Je vous dis juste des choses qui existent, juste pour en avoir conscience. Sur les chaînes de montage dans l'automobile notamment, vous avez ce type de robot. Un robot, on parlait de la grève de la SNCF, ne tombe pas malade, ne prend pas de congé maternité évidemment, ne pose pas de RTT, ne s'arrête jamais. Dans les 3-8, bah, lui, il n'est jamais fatigué. Et le travail est fait à la minute. Il y a énormément, je ne sais pas si vous avez lu les magazines qui sont sortis, l'autre jour j'ai acheté 2 magazines en kiosque, les 2 parlaient de la révolution robotique et du nombre de métiers qui étaient en danger et qui pourraient être remplacés un jour par un robot. Il vaut mieux en prendre conscience aujourd'hui et vous former, vous cultivez votre employabilité en étant parfait sur tous les outils que je vous présente, plutôt que de se faire dépasser par la machine. Expérience utilisateur, alors pourquoi un avion? Ça c'est quelque chose qui m'a inspiré, une expérience que je vous présenterai à la fin de mon intervention. L'avion, c'est une compagnie aérienne, United Airlines ou American Airlines, je ne me souviens plus, qui propose via une appli mobile, toujours la même chose, en fait un parcours du client. C'est-à-dire que les informations qu'il va avoir sur l'application, entre le moment où il book son vol et le moment où il rentre dans l'avion, vont évidemment évoluer. 3 mois avant, on va lui dire « Est-ce que votre passeport est toujours à jour ?» 3 semaines avant, on va peut-être lui dire « Voilà, le vol sera à telle heure, dans tel terminal. N'oubliez pas d'emporter telle et telle affaire. N'oubliez pas de mettre vos liquides dans une petite pochette, parce que sinon vous n'allez pas passer le contrôle. » Et puis 3 jours avant, 3 heures avant, vous arrivez à l'aéroport, quel terminal, quelle heure d'embarquement, quelle porte d'embarquement, à quel moment vous pouvez faire le check-in.
ce genre de choses. Et puis, je ne sais pas, 3 minutes avant de monter, peut-être, un message d'accueil, welcome on board, ou quelque chose de ce style-là. La température et l'heure du lieu où vous allez arriver. Enfin, on peut imaginer énormément de choses. En tout cas, une appli qui se personnalise et qui suit le client. Tout à l'heure, on va parler de la transposition côté candidat. Alors, osez, le recruteur aujourd'hui, vous, en puissance, vous êtes les premiers ambassadeurs de la marque employeur du groupe ADO et de toutes les marques qui sont représentées dans le groupe. Donc, vous êtes présent sur Viadeo, vous êtes présent sur LinkedIn, vous êtes de facto, que vous le vouliez ou non finalement, les premiers ambassadeurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aujourd'hui et vous êtes le premier interlocuteur, alors recruteur RH, hein, forcément, pour un candidat. D'accord ? Vous êtes chasseur, pour ceux qui font du recrutement, où vous avez l'obligation de le devenir, de savoir au moins comment ça marche, un réseau social, que ça ne marche pas de la même manière qu'un site emploi, que l'on n'approche pas un candidat passif en poste de la même manière que l'on va approcher un candidat actif qui est activement en recherche et qui est beaucoup plus réactif. Et on peut même être animateur de communauté. Donc voilà, un exemple de quelqu'un qui est chargé de recrutement chez CGI. Comment cette personne pourrait prétendre, il y en a qui le font, que c'est son profil perso. Oui, c'est son profil perso, il l'a créé avant d'être dans l'entreprise. Oui, c'est son profil perso, son profil subsistera une fois qu'il quittera l'entreprise et sera toujours son profil à lui. Mais à l'instant T, il le met au service de sa marque employeur, il est l'ambassadeur de son entreprise. Ça, c'est logique. Et il est sur une plateforme pro. Donc, il ne peut pas parler de profil perso. Deloitte, qui est sans doute l'entreprise qui fait le plus de choses en France sur les médias sociaux, sur le mobile, la plus en avance. Sur leur site carrière, ils ont une page avec tous les recruteurs principaux. Tous ces recruteurs, vous avez la bio, leur Twitter, leur Viadeo, leur LinkedIn, leur téléphone, leur mail. On vous les affiche. Ils sont hyper accessibles. Le recruteur moderne est hyper accessible. On aurait pu simplement vous donner leur nom, à charge pour vous d'aller les chercher sur Viadeo et sur LinkedIn. Mais là, finalement, on vous offre tout. Vous n'avez même plus besoin de chercher. Vous avez tout. Et vous pouvez les solliciter. Ça fait partie de leur mission d'être sollicité par un candidat et de répondre aux questions des candidats. Ok, ça, ce sont deux consultantes experts qui animent. Expert, c'est une entité du groupe ADECO, recrutement, qui anime un groupe de discussion sur leur métier sur Viadeo. Donc, ils créent un vivier de candidats. Hein. Vos collaborateurs sont vos ambassadeurs. Voilà, pour ceux qui connaissent Michel et Augustin, c'est une petite société française qui fait des choses très très bonnes, des vaches à boire, des petits salés, des choses. Un petit peu comme au dos du guide du routard, voilà, ils ont mis la tribu avec tous les visages et tous les prénoms de chaque collaborateur. Deloitte, on y revient, sur leur page Facebook, ils ont une application qui leur permet de mettre en avant les collaborateurs représentatifs des différents métiers. Ce sont eux qui vont répondre directement aux questions qu'un candidat s'intéressant à ce métier se pose. Ok, donc le candidat est une star pour moi aujourd'hui. De la même manière que le candidat est accueilli, traité comme tel par Uber. Voilà, ça c'est l'une des photos de promotion d'Uber. C'est complètement révélateur de une image très stylée, noir et blanc, le chauffeur tiré à 4 épingles qui tient la porte et le client lambda qui est une star et qui sort d'un joli véhicule. Alors, l'expérience ultime. Quelle pourrait être cette expérience ultime? Moi, je l'ai imaginé justement en m'inspirant d'Uber et en m'inspirant de ce que j'avais vu sur cette application d'une compagnie aérienne, en me disant, mais aujourd'hui, grâce au mobile, donc le troisième niveau du mobile, site responsive, vous avez compris, site mobile, application mobile. Alors, une application mobile, c'est quoi? C'est un outil qui est pensé uniquement pour le mobile. Ça n'est absolument pas web. C'est un environnement, j'imagine que vous en avez tous au moins téléchargé une dans votre vie, hein, c'est tous les petits programmes qui jouent sur votre mobile. Et cette application, alors on pourrait évidemment avoir une application comme Orange, comme d'autres, pour présenter les métiers, pour présenter la marque employeur. Ça marche plus ou moins bien parce que quand on est candidat et qu'on s'intéresse à une entreprise, on va chercher d'abord des informations sur cette entreprise en passant par le navigateur web et pas nécessairement en allant sur le magasin, sur le store, pour aller chercher l'application d'Orange, l'application d'ADO, l'application de Leroy Merlin, l'application de Renault. Voilà. Mais en revanche, moi ce que j'ai imaginé, c'est qu'une fois que le candidat avait postulé, il a postulé, il reçoit un SMS. Le SMS lui dit, voilà, nous avons bien reçu votre candidature. Je vous invite à télécharger notre application qui va vous accompagner tout au long du processus de recrutement. Et du coup, pendant
toute la période qui sépare cette personne du premier entretien, du deuxième entretien, de l'arrivée dans l'entreprise, l'application va se configurer, va se personnaliser, va s'individualiser en fonction du parcours de la personne, du poste sur lequel il s'est positionné. C'est-à-dire que les informations qu'on va lui délivrer avant le premier entretien ne seront pas les mêmes qu'avant le second entretien, qu'avant son arrivée dans l'entreprise, évidemment. Donc on peut imaginer comme ça un parcours type avec une personne qui se voit d'abord proposer de faire connaissance avec l'ensemble des collaborateurs du service, puis de découvrir la personne qui va le recevoir en entretien. Après le premier entretien, de lui dire, voilà, nous allons recevoir tant de personnes, préparez-vous, comment vous préparez au second entretien que vous aurez avec l'opérationnel. Une fois que le second entretien a eu lieu, de lui donner peut-être un débrief via l'application d'un test de personnalité qu'il aurait pu passer. Et ainsi de suite, jusqu'à son arrivée dans l'entreprise, une préparation même au onboarding, une préparation à l'arrivée et l'intégration. Et une fois que ce candidat est dans l'entreprise, l'application candidat se transforme en application collaborateur. Et finalement, c'est la même application qui suit également le collaborateur quand il est dans l'entreprise et qui va lui offrir tous les champs des possibles qui s'ouvrent à lui dans l'entreprise. Quelles sont les perspectives d'évolution? Comment te former dans l'entreprise? Comment évoluer? Quels sont les collaborateurs qui exercent la même fonction que toi dans les 10 pays du groupe? Voilà, ce genre d'informations. Donc on pourrait avoir, grâce à l'appli mobile, et il n'y a que l'appli mobile qui le permet, remplacer les intranets, remplacer les réseaux sociaux d'entreprise et avoir tout dans le creux de la main, au fond de la poche, puisque tous vos collaborateurs ont un smartphone. Voilà, donc est-ce que c'est toujours pareil, hein, c'est la même question, risque ou opportunité? Moi, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc pour moi, il y a une formidable opportunité à surfer sur la vague et à ne pas se faire écraser par elle. Vous avez le choix, je ne sais pas si tout le monde a vu Matrix, ça remonte un petit peu maintenant, mais c'est l'un de mes films fétiches, entre la pilule bleue et la pilule rouge, à vous de prendre la bonne. Continuez de recruter des clones et continuez d'être un recruteur passif qui ne recrute et qui n'a que des poissons que tout le monde s'arrache, hein, parce que ce sont ceux qui sont activement en recherche, ou trouver l'élu. Et là, il n'y en a qu'un seul. Et celui-là, il faut aller le chercher là où il est, là où il se trouve. Et pour l'approcher, il ne faut pas lui envoyer un message d'approche standard. Il faut lui parler à lui pour lui donner envie de rejoindre votre entreprise. Voilà, c'est à vous de jouer. It's up to you. Du coup, je m'aperçois que j'ai été très très long, je suis désolé. Forcément, on m'a dit que j'avais le temps, donc je l'ai pris. Mais... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a les micros? Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est que pensez-vous des pratiques d'envoi de SMS pour recruter? Donc c'est la première question. Et la deuxième question, dans les écoles de commerce, il y a beaucoup de cours sur personal branding où les gens apprennent à faire des sites, etc. Donc on est dans les clones, puisque tout le monde commence à communiquer de la même manière. Donc comment aller au-delà pour trouver réellement le profil idéal et la personnalité, les passions des gens? Ok, merci pour ces deux questions. Du coup, je suis en train d'oublier la première parce que je me concentrais sur la seconde. Donc la première, c'est le SMS pour recruter. Alors oui, on voit des SMS. De la même manière qu'un candidat qui enverrait un fax aujourd'hui, à condition que vous ayez un moyen de le réceptionner, pourrait se différencier de quelqu'un qui envoie classiquement son CV par mail. Aujourd'hui, le SMS, oui, ça peut être une opération intéressante. On va de plus en plus pouvoir géolocaliser les personnes que l'on adresse. C'est-à-dire que si l'on cible une population ou si l'on cible une zone d'emploi, on pourra adresser des SMS uniquement sur cette zone géolocalisée. Donc ça, c'est quelque chose qui va sans doute se développer. C'est quand même finalement l'une des premières fonctionnalités qu'on a eues
sur ces smartphones. On avait même des petits messengers avant d'avoir des smartphones. Et une fois qu'on a eu les smartphones qui font à peu près tout, on s'est aperçu que, vous comme moi, j'imagine, vous utilisez énormément cette fonction SMS. Et le SMS, ça permet de toucher directement la personne, ça permet d'avoir une réponse rapide, beaucoup plus rapide finalement qu'un mail. Moi, quand je veux toucher quelqu'un rapidement, je lui envoie soit un SMS, soit un DM, un direct message sur Twitter. Donc oui, le SMS, ça peut marcher, d'autant plus que, alors j'en reviens à l'événement que j'organise, mais on aura le directeur recrutement monde d'UPS, et UPS, depuis 2 ans, utilise le SMS pour recruter un certain nombre de chauffeurs-livreurs à travers le monde. Ils ont des campagnes massives de recrutement via SMS. Donc oui, ça peut marcher. Pour la deuxième question, concernant donc les écoles, alors elles ne forment pas toutes au personal branding, elles commencent de plus en plus à s'y mettre. Nous y contribuons également parce que nous intervenons nous-mêmes dans un certain nombre d'écoles. Alors un jour, il y a un étudiant qui m'a dit, oui, on nous a dit un jour, en tant que candidat, après je parlerai du recruteur, on nous a dit un jour qu'il fallait tous avoir notre CV sur les sites emploi et qu'on allait trouver un job facilement. Une fois que tout le monde s'est mis sur les sites emploi, ça devenait un peu plus compliqué. Puis, on leur a dit qu'il fallait tous aller sur les réseaux sociaux pro. Et moi, le premier, Viadeo, LinkedIn et compagnie. Sauf que du coup, visiblement, ça ne suffit plus. Il y a 300 millions de personnes sur LinkedIn, 60 sur Viadeo. En France, c'est 9 sur Viadeo et 6 sur LinkedIn. Donc ça ne suffit plus non plus. Et moi, j'ai toujours dit que ça ne suffisait pas de s'inscrire. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Que l'on soit candidat, que l'on soit recruteur. Si je suis candidat et que je me contente de m'inscrire, aucun recruteur ne me trouvera. Si je passe à l'action, c'est-à-dire que je vais aller investiguer tous les champs des possibles, toutes les fonctionnalités présentes sur le site, que je vais faire preuve de curiosité et d'audace, que je vais prendre en main mon destin, là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je vais pouvoir toquer directement à la porte d'un recruteur, je vais pouvoir me faire remarquer. De la même manière, il y a le recruteur qui se dit, tiens, c'est un nouvel outil, je vais l'utiliser comme un site emploi. Et je vais aller y chercher des profils au lieu de chercher des CV. Je vais envoyer une approche absolument pas personnalisée. Donc ce n'est pas de la chasse, ça. C'est de l'envoi massif d'approches. Et je suis déçu, et beaucoup sont déçus, les recruteurs, parce que il n'y a pas de réponse. Ça ne prend pas de la même manière. Parce que quand je suis sur un site emploi, un site de recrutement classique, les personnes que je touche sont des personnes qui sont activement en recherche à l'instant T, qui viennent de mettre à jour leur CV, qui viennent de le publier, qui sont en recherche peut-être depuis quelques mois, qui vont nécessairement répondre dans la journée. Ceux qui sont en poste et que l'on approche en tant que recruteur sur Viadeo ou sur LinkedIn, non seulement ils sont en poste, ils n'ont peut-être absolument pas envie de changer, ils ne sont pas nécessairement à l'écoute du marché, ils ne vont pas sur Viadeo et LinkedIn tous les jours, ils ne reçoivent pas nécessairement parce qu'ils les ont mis, ça tombe en spam, et ils ne vont pas voir les messages qu'ils reçoivent directement sur la plateforme. Donc pour toutes ces raisons-là, le recruteur, pour qu'il soit efficace dans son utilisation et dans son appréhension de ces outils, c'est de les utiliser justement comme un chasseur et de ne pas les utiliser comme les autres, simplement en spray, post and spray. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller identifier, d'aller animer peut-être un vivier de candidats, un groupe de discussion sur mon métier. Je vais le faire vivre en y apportant du contenu. Au fur et à mesure, tous les experts de mon domaine vont apporter du contenu, vont partager du contenu, et le jour où moi j'aurai une annonce à diffuser, le jour où j'aurai envie de trouver la bonne personne, je vais pouvoir aller chercher dans ce groupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur Viadeo et sur LinkedIn, il y a des personnes qui ont des profils très mal renseignés, parce qu'ils sont harcelés aussi, ou parce qu'ils n'ont pas su bien renseigner leur profil, mais qui sont actifs dans certains groupes de discussion. Et on va les trouver seulement via les groupes et pas en cherchant via le profil. Donc il ne faut pas utiliser Viadeo et LinkedIn uniquement avec les offres Viadeo, LinkedIn Recruiter, qui sont les packs qui vous permettent de pusher l'offre à un certain nombre de personnes, qui vous permettent de chercher... Nous, quand on forme à ces outils, nous formons avec les versions gratuites de Viadeo et de LinkedIn, et avec des opérateurs booléens. Et on peut chercher de manière très très fine, avec en plus une dynamique de synonymes. Je cherche un ingénieur Java J2E. J2E peut s'écrire J2EE, J2E, JEE. En principe, c'est J2EE. Mais ça, même les ingénieurs Java J2E ne savent pas écrire leur propre langage. Donc il
il faut accepter de chercher sur tous ces profils. Et puis un ingénieur, il peut être développeur, il peut être programmeur, il peut être... enfin voilà. Donc c'est le champ lexical autour d'une fonction. Donc tout ça, ce sont des méthodes de recrutement basiques qu'on a eu tendance à oublier. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un outil puissant sous la main, on lance une requête toute simple et on attend que ça remonte et on ne va pas plus loin. Moi, j'ai des recruteurs que je connais qui vont même encore beaucoup plus loin. Ils vont jusqu'à saisir des fautes d'orthographe sur certains mots-clés ou sur certaines fonctions. Et ils trouvent des profils incroyables qui ont fait cette faute d'orthographe et qui ne sont pas remontés quand on fait une requête simple. Donc il faut être malin, curieux et aller chercher le candidat. Et si vos candidats cibles sont sur Viadeo, bah c'est sur Viadeo qu'il faut aller. S'ils sont sur Twitter, sur un forum de discussion, sur un groupe, sur un réseau social de niche, peut-être que ça ne sert à rien d'aller sur Facebook et sur LinkedIn. Il faudra aller sur cet outil-là. Donc ça aussi, c'est un travail d'identifier ces cibles, de bien connaître ces cibles, mais d'identifier les plateformes là où elles interagissent. Voilà, donc c'est toujours en faire un peu plus que les autres, être un peu plus curieux, prendre le temps d'appréhender, de s'approprier les outils, parce que ça va prendre du temps finalement au début, mais c'est pour en gagner par la suite. Et nous, à chaque fois qu'on intervient en formation sur une équipe de 10 personnes, de 10 recruteurs, il y a toujours systématiquement le même schéma. Vous avez 2 personnes qui n'y croient pas du tout, qui sont absolument réfractaires, qui disent que ça ne marche pas, qui ont essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, ils sont persuadés que ça ne marchera plus jamais. Vous en avez 2 dans la même équipe, ils n'ont jamais échangé entre eux, hein. Ils se découvrent pendant la formation. 2 pour qui ça marche du tonnerre de Dieu. Ils trouvent tous les profils et ils n'utilisent plus que ça. Ils passent même plus par les sites emploi. Et puis il y a le ventre mou qui se tâte, qui ira pas. Voilà un petit peu. Donc c'est symptomatique de se rendre compte que finalement, dans une même équipe, il y a des recruteurs qui sont persuadés pour qui ça marche absolument. C'est ceux qui ont eu un peu plus de curiosité, qui ont passé un peu plus de temps ou qui ont mieux compris que les autres, que l'outil répondait différemment que les autres, que c'était un autre outil en fait, mais qu'il fallait l'utiliser systématiquement pour qu'il ait une efficacité et pas ponctuellement, une fois de temps en temps, quand on n'a pas trouvé ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a commencé à tester les vidéos candidatures et les vidéos d'offres et on s'est aperçu que bon, les personnes ont de la difficulté à envoyer leurs vidéos. Donc, quels sont tes conseils sur ça? Parce qu'on a pensé d'enlever la possibilité de nous envoyer le CV classique. Ça, c'est... On peut le déjà faire ou c'est mieux attendre? C'est ça la question. Là, vous parlez de la difficulté côté recruteur ou côté candidat? Candidat. Le candidat a du mal à postuler en vidéo. Oui. Oui, mais alors, je pense qu'il a moins de mal que le recruteur, mais de la même manière, c'est nouveau. C'est tout à fait nouveau de candidater uniquement via une vidéo. Nous, chez Linkhumans, dans ma société, à chaque fois qu'on recrute un stagiaire, on le recrute de manière originale. On essaye. On demande tout sauf un CV. Là, on est en train de chercher un stagiaire pour septembre et on demande à toutes les personnes qui seraient intéressées, évidemment, de nous adresser, quelle que soit la forme est libre, leur réponse à la question suivante. C'est quoi, pour toi, le recrutement de demain? Donc ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être une infographie, ça peut être une interview, ça peut être... Et à chaque fois qu'on a fait ce genre de choses, on a reçu des CV. C'est étonnant, hein, alors que l'on dit pas de CV. Je l'ai écrit en grand, je l'ai écrit 3 fois dans l'annonce. On avait même fait des annonces vidéo. Et dans la vidéo, pareil, on demandait tout sauf un CV. Et à chaque fois qu'on l'a fait, finalement, ça a quand même marché. Ça a été très restrictif. C'est-à-dire qu'on n'avait que 2 personnes qui jouaient le jeu. Notamment la première fois où donc on demandait d'écrire un article. Moi, je le publiais sur mon blog Job 2.0, qui est un blog qui donne des conseils aux candidats. Et à charge pour ces candidats de faire buzzer l'article, d'avoir un maximum de tweets, un maximum de partages sur Facebook, de likes, enfin, de commentaires. Et le jour où j'ai posté les 2 billets de ces jeunes qui étaient inconnus au bataillon, c'est le record d'audience de mon blog depuis 5 ans. Donc ils se sont tellement déchaînés sur tous les médias sociaux pour que leur article soit lu, qu'il y ait un maximum de likes, de tweets, de autres. Et là, on avait tout de suite mesuré, on n'avait pas vu leur CV, on n'avait pas vu leur profil, on n'avait rien vu. Mais on savait là que les 2, on pouvait les recruter. Alors il y en a un des 2 qui a préféré aller dans une autre entreprise, l'autre, on l'a recruté. Et il est resté un an chez nous, il a fait 6 mois et 6 mois. Mais en tout cas, voilà, on avait identifié ses compétences clés
les compétences d'animation de communauté, les compétences d'écriture, les compétences d'utilisation des médias sociaux, les compétences de communication, toutes les compétences que nous recherchions. Donc moi, je crois beaucoup aujourd'hui au recrutement par compétences, au recrutement par la mise en situation aussi, et pas uniquement par le CV et l'entretien de recrutement. L'entretien, c'est très bien qu'il y ait un entretien à un moment donné, mais on peut tester le comportement d'un individu, on peut tester sa motivation, parce que là, il faut être motivé aussi pour jouer le jeu et aller jusqu'à écrire un article qui sera posté sur un blog et qui a déjà une certaine audience et autres. C'est pas du tout, c'est engageant déjà d'écrire. C'est pas forcément facile d'écrire pour tout le monde, mais d'écrire un article et derrière d'en faire la promotion. Mais on a testé comme ça la motivation, on a testé les compétences qui étaient en prise directe avec celles que l'on recherchait. Donc après, est-ce que c'est applicable à tous les métiers? Je pense que l'on peut se poser la question sur chaque métier de quelles sont les compétences que l'on pourrait, via un assessment center, via un questionnaire en ligne, il y a mille et une façons aujourd'hui de le faire, mais pour mesurer un certain nombre de choses et sortir du purement déclaratif. Parce que finalement, entre un CV, ce que l'on raconte sur un CV, un profil, et ce que l'on dit dans un entretien, on déclare des choses, mais on ne prouve rien. On ne prouve rien. Donc moi, j'aime bien quand on va chercher, quand on propose un challenge au candidat, quand on le met en situation, tout simplement. J'avais une question. Quelle préconisation faites-vous? Pardon, je cherche. Oui. Quelle préconisation faites-vous comme organisation humaine et moyens humains pour justement correctement utiliser et en tout cas cibler les candidats et les traiter vraiment de la meilleure manière? Qu'est-ce que vous préconisez? Il n'y a pas d'organisation type, il n'y a pas d'organisation modèle. Là, je parlais de sociétés qui ont créé des pôles, des directions entières de recruteurs en interne, donc qui ont comme ça jusqu'à 30, 50, 80 recruteurs en interne. Donc c'est le cas notamment de Carrefour, c'est le cas d'Orange aussi. Alors il se passe quelquefois complètement des cabinets, quelquefois pour certains postes ils ont quand même encore aussi recours à des cabinets. J'ai pas de... Là c'est très, très difficile comme question, ça dépend de la taille de l'entreprise forcément, ça dépend du volume de recrutement qu'a effectué cette entreprise, de la difficulté et du caractère pénurique éventuellement des profils recherchés. C'est plein de questions qui peuvent se poser. Après je pense que nécessairement dans une équipe de recrutement, quelle que soit sa taille, c'est déjà de former réellement les recruteurs à l'utilisation de ces outils. De comprendre qu'ils sont les premiers ambassadeurs, les premiers interlocuteurs, et qu'ils doivent mettre leur profil, leur présence personnelle au service de la marque employeur de l'entreprise. De découvrir comment on utilise ces outils pour recruter. 3, et ça c'est vraiment dans un temps un peu plus abouti, avancé, comment on anime éventuellement des présences, comment on anime une page Facebook carrière, un compte Twitter recrutement, une page sur Viadeo, une page sur LinkedIn, une chaîne sur YouTube, parce que ça fait partie évidemment de... Il y a d'un côté la traque et de l'autre la drague. Comment j'attire, comment je cherche. Le sourcing, la marque employeur. Donc après, ce n'est pas toujours les mêmes équipes non plus. Ça dépend de l'organisation. Il y a des gros groupes. Orange, il y a un département sourcing, un département marque employeur. Et c'est le cas dans énormément de grosses entreprises d'une certaine taille. Maintenant, je pense qu'au moins, à minima, être formé à ces outils pour que déjà vos profils soient tous harmonisés. Parce que c'est intéressant quand on fait partie d'un groupe. En plus, alors, différentes enseignes, moi je vous raconterai juste l'exemple des brasseries Cronenbourg, qui est l'un de nos clients. Les brasseries Cronenbourg appartiennent au groupe Carlsberg. Okay. Sur les profils Viadeo, avant que j'intervienne dans l'équipe recrutement, il y en avait qui avaient Cronenbourg, écrit en lettres capitales. D'autres, Brasserie Cronenbourg, écrit en minuscules. D'autres, Brasserie Cronenbourg, groupe Carlsberg entre parenthèses. D'autres, c'était Carlsberg Group. Et il a fallu se mettre d'accord pour que tout le monde utilise la même dénomination qui est Brasserie Cronenbourg, Carlsberg Group sans eux, du coup. Voilà. Et ça, c'était déjà un vrai travail en interne. Et après, quelle est la petite phrase qu'ils vont tous avoir sur leur profil qui présente l'entreprise avec le nombre de sites, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires éventuel. Enfin, voilà. Là aussi, c'est un vrai débat quelquefois, parce qu'il y a l'information que vous allez trouver dans le dernier communiqué de presse, l'information qui circule sur le site web et qui n'est pas à jour, l'information que vous donne le service com mais que vous ne trouvez nulle part, lequel prendre, voilà. Mais c'est se mettre d'accord au sein d'une même équipe pour avoir une harmonie, même les HRBP, tout le monde voit ce que ça veut dire, HRBP, HRBP,
Human Resources Business Partner, ce super acronyme qui ne veut pas dire grand-chose finalement, puisque heureusement que les ressources humaines sont business partners, sinon il y aura un souci. Et donc, quand on met HRBP, ça ne parle pas forcément à l'extérieur. Mais de mettre responsable ressources humaines, c'est un peu plus clair sur son profil. Donc là aussi, quelquefois, de sortir du jargon interne d'une société et d'adapter le champ lexical pour être compris à l'extérieur, et notamment des candidats qui vont peut-être vous solliciter. Ouais, mais je n'ai pas de réponse toute faite, malheureusement. Merci. Vous avez indiqué que de plus en plus de sociétés font du recrutement eux-mêmes et ne se servent plus et que vous allez être donc un chasseur de tête. Et donc, comme en tant que chasseur de tête, quel est votre lien avec les agences de recrutement? Quel va être votre positionnement à vous si les recruteurs disparaissent? Non, en fait, je ne sais pas du tout parce que il y a beaucoup de sociétés qui essaient de développer des recrutements en interne, comme on a dit, y compris avec du personnel recrutant. Alors, il y a cette position-là, mais d'autres qui se servent encore d'agences de recrutement. Et puis, vous avez l'opposé, c'est-à-dire où tout se fait par les agences. Donc, il y a tous les cas de figure, il y a des changements, il y a des tendances, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle sera la situation unique. Mais ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'en France, pour beaucoup de grandes sociétés, c'est une claire tendance aujourd'hui d'avoir une équipe de recrutement en interne, comme Deloitte, CGI, Orange, Carrefour, Accenture. Peut-être que ça sera une tendance dans les années à venir, mais je n'en sais rien du tout, je ne suis pas sûr. Mais en fait, les agences de recrutement doivent être très, très ils doivent savoir utiliser ces outils, parce que s'ils ne savent pas comment les utiliser et s'ils ne savent pas explorer et chercher des candidats à travers ces médias sociaux, peut-être qu'un jour ils vont disparaître. Donc c'est là où c'est un gros danger pour elles. Et elles ne sont pas obligées d'utiliser ces outils. Et peut-être ça va aider, ça sera traduit, et Sophie. Et en fait, la vraie révolution, ce n'est pas ce qu'on fait en interne, ce qu'on fait en externe, mais de mettre en réseau, enfin d'identifier quels sont les éléments dans les réseaux worldwide, country-wide, region-wide, et qui peut me servir moi en tant qu'entreprise pour identifier les candidats qui m'intéressent et aller les amener. En fait, c'est ça je pense que c'est ça la vraie révolution, c'est la mise en réseau de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avec un modèle ou un autre, vont de toute manière nous permettre d'identifier et d'approcher les candidats qui nous intéressent, et même de les maintenir au chaud, même de les maintenir au courant, même, voilà, donc même de les utiliser, même s'ils ne sont pas dedans, mais les utiliser déjà. Et je pense que c'est ça qu'il est possible de faire aujourd'hui, qui n'était pas possible de faire ailleurs. Et c'est là que je pense qu'il y en a des chasseurs de tête qui pourront survivre et d'autres qui ne survivront jamais. C'est comme ça, je pense, qu'il y en aura des organisations internes qui feront du bon recrutement et ceux qui ne le feront pas. Et il y en aura du bon et du mauvais des deux côtés, de ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Ce qui est, à mon avis, la révolution, c'est ça. C'est quoi les réseaux qu'on met à notre service? Et comment est-ce qu'on l'utilise avec patience? Et je pense qu'il faut la pêche et la chasse en même temps, donc on va en parler. Il faut les deux. Et puis il faut les deux. Et il faut l'interne et il faut l'externe. Et il faut que nous on change et il faut que aussi nos partenaires changent aussi. Et voilà, je pense qu'il y a les deux. Répondant à la question. Mais en tout cas, ça peut être une très belle opportunité de partager les best practices dans le groupe et d'identifier ceux qui font déjà
de la chasse et qui utilisent déjà de manière pertinente, efficace ces outils pour qu'éventuellement ils partagent avec les autres, voire qu'ils forment les autres à l'utilisation de ces outils. Ça, c'est clair. Ouais. D'autres questions? Non. Merci. Merci à vous.